Et salut les patients, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'épicondylite latérale ou tennis elbow. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez mal et surtout, on va voir ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Alors, si vous avez mal, c'est parce que votre tendon souffre. Et si votre tendon souffre, c'est parce que les muscles sur lesquels il s'attache ne sont pas assez forts. Du coup, lorsqu'il y a des contraintes mécaniques, lorsque vous utilisez votre bras, les contraintes que devraient normalement prendre vos muscles vont se répercuter sur le tendon. Et si on arrive au-delà de ses capacités, il finit par faire mal. Et là, vous allez me dire, ok, mais je comprends pas. On m'a dit que c'était des muscles qui permettaient d'étendre le poignet et les doigts. Et moi, c'est un mouvement que je fais jamais. Oui, mais on vous a pas tout dit. Effectivement, c'est des muscles qui servent à faire de l'extension du poignet, comme par exemple quand on prend quelque chose par une sangle ou par une poignée. Ces muscles, ils vont aussi servir quand on saisit quelque chose de lourd et qu'on est obligé de fermer la main relativement fort. Pour comprendre, tous les muscles qui permettent de fléchir les doigts sont aussi des muscles fléchisseurs du poignet. Du coup, si on active uniquement cela, dès qu'on prend quelque chose de lourd, le poignet part en flexion. Et donc, pour compenser, on va utiliser nos extenseurs du poignet pour pouvoir le garder droit. D'ailleurs, si on manque de force sur ces fléchisseurs, on va encore plus utiliser les muscles épicondyliens pour mettre le poignet en position de force. Ça s'appelle l'effet ténodèse. Et c'est pour ça que vous avez mal, par exemple, quand vous soulevez un sac de course. Et le dernier mouvement qui fait mal, c'est celui-là. Ça s'appelle la flexion radiale, c'est quand on incline le poignet du côté du pouce. Et là, vous allez me dire, ok, mais celui-là, pour le coup, je le fais vraiment jamais. En fait, si, on le fait même tout le temps. Dès qu'on prend une tasse ou une carafe pour l'empêcher de tomber, quand on va soulever un carton ou une ramette de papier, quand on soulève une casserole, une boîte à outils, à peu près n'importe quoi avec un manche ou avec une poignée qu'on va vouloir prendre et qu'on va empêcher de tomber dans l'autre sens. Ce mouvement-là, on le fait en permanence sans s'en rendre compte et s'il n'est pas assez fort, ça déclenche une tendinopathie. Mais alors, comment est-ce qu'on traite ça? Au niveau rééducatif, on va venir renforcer les 3 mouvements dont on vient de parler et la petite subtilité, c'est que pour travailler les muscles en épargnant le tendon, on va faire soit des contractions isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, soit des contractions à vitesse très lente. Donc on va venir travailler l'extension du poignet, les fléchisseurs des doigts et l'extension radiale. En parallèle, on va essayer de diminuer temporairement les mouvements qui sont très sollicitants pour ces muscles. La manière la plus simple de le faire, c'est de faire attention à chaque fois que vous prenez un objet avec un manche ou avec une poignée, vous le prenez plutôt en supination, c'est-à-dire avec la paume de la main vers le haut, ça sollicitera d'autres muscles. Vous pouvez aussi temporairement porter une attelle de poignet. Je sais, c'est un problème de coude, mais les mouvements de ces muscles-là se font au niveau du poignet. Donc c'est là qu'on portera l'attelle pour l'immobiliser temporairement et pour diminuer les contraintes. Et au fur et à mesure que ça ira mieux, on va lâcher l'attelle et au niveau rééducatif, on va augmenter la charge et augmenter la vitesse pour se rapprocher le plus possible, soit de votre geste sportif, soit du geste qui vous gêne dans votre vie quotidienne. Du côté médical, on a plusieurs trucs à faire. Si vous êtes en période très douloureuse, on peut prescrire une immobilisation temporaire et des petits anti-inflammatoires topiques en gel ou en patch. Ce tendon a l'avantage d'être vraiment juste en dessous de la peau, donc d'être accessible aux traitements locaux. Si ça suffit pas, vous ferez une petite cure d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et dans certains cas très rares, comme par exemple si vous avez des grosses douleurs nocturnes ou s'il y a des gros signes d'inflammation à l'échographie, on pourra faire une infiltration de cortisone. C'est très efficace, mais on ne le fait que rarement parce qu'on sait qu'à long terme, on est plutôt délétère. Si la rééduque ne suffit pas ou qu'on veut un petit peu accélérer les choses, on peut faire des ondes de choc. Avec une petite machine, on va venir taper directement sur le tendon pour stimuler sa réparation, sa cicatrisation. Petit point très important, si vous faites des ondes de choc, faites des ondes de choc focales. Les ondes de choc focales, ça coûte un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais ça marche 10 fois mieux que les ondes de choc radiales et en plus, ça fait moins mal. Si vous avez eu des ondes de choc et que vous savez pas lesquelles c'était très probablement des ondes de choc radiales. Le problème, c'est qu'une fois que le patient a fait des ondes de choc radiales, il a coché cette case dans sa tête et il revient nous voir en disant « j'ai déjà fait les ondes de choc, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, on galère à lui expliquer qu'en fait, il n'a pas fait les bonnes ondes de choc. Un petit peu comme quand il est allé chez le kiné, qu'il a eu 2-3 massages, un petit peu d'électrode et qu'il revient nous voir en disant « j'ai déjà fait la kiné, ça n'a pas marché ». Non, en fait, vous n'avez pas fait le bon truc. Vous n'êtes pas réellement en échec de la kiné, c'est juste que votre kiné ne vous a pas fait faire la bonne rééducation, d'où l'idée de cette chaîne YouTube. Et la dernière étape du traitement médical, ça va être le PRP.
On vous prend du sang, on le centrifuge et on extrait la partie du plasma dans laquelle se trouvent les plaquettes, le plasma riche en plaquettes. Ce plasma, on va venir l'injecter directement au niveau du tendon pour doper sa cicatrisation. Ça coûte cher, ça fait mal, et si vous faites pas votre rééducation correctement, ça fonctionnera quand même pas, mais c'est un traitement qui a vraiment changé la donne chez les patients qui étaient pas suffisamment soulagés par la rééducation. Il y a un temps de repos à respecter derrière, suivi d'un bon protocole de rééducation. C'est un traitement qui est très efficace quand on s'en sort pas uniquement avec la rééducation et avec les ondes de choc. Et dans 1% des cas, si vraiment rien n'a fonctionné, la dernière option, c'est une option chirurgicale. On va venir couper le tendon. Derrière, les patients ont tendance à manquer de force et doivent parfois changer de sport, voire changer de métier, mais c'est la dernière carte à jouer. Je détaille pas parce que ça reste relativement rare et en plus, je suis pas chirurgien donc je connais pas cette procédure dans les détails, mais c'est une solution de dernier recours. Voilà pour l'épicondylite, j'espère que vous aurez trouvé les informations dont vous aviez besoin. J'espère que je vous aurai convaincu de l'importance de la rééducation. C'est vraiment un problème mécanique de manque de force qu'on va venir solutionner avec ce renforcement à vitesse lente qui est la pierre angulaire du traitement. Tous les autres traitements autour ont des niveaux de preuve scientifiques de plus en plus solides, mais d'expérience, les patients qui reviennent et qui vont pas bien, c'est ceux qui n'ont pas pu faire leur rééducation correctement. Je vous invite à aller regarder ma vidéo d'auto-rééducation pour l'épicondylite. J'ai aussi fait une playlist du même nom avec un petit peu plus d'exercices et je vous dis à très bientôt.